Olé! Bonjour, aujourd'hui on va parler des clichés sur les États-Unis. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour, aujourd'hui dans cet épisode de Doc in the USA, on va un petit peu décrypter les clichés sur les USA. Quand on parle des États-Unis, on a souvent les mêmes clichés qui reviennent systématiquement, mais c'est vrai que ces clichés ils ont été construits par la façon dont on interagit avec les USA, par les informations qui nous sont données par les médias ou par les réseaux sociaux, par les films que l'on regarde et qui sont souvent des films américains qui pour la plupart exagèrent un petit peu parfois les traits des États-Unis, mais vous verrez que finalement pas tant que ça, et on est quand même surpris quand on est aux États-Unis de voir que finalement il y a pas mal de choses que l'on imaginait qui se passent comme ça, mais il y en a aussi qui sont beaucoup plus nuancées. Alors j'ai compilé un petit peu les clichés que vous m'avez donnés sur les différents réseaux sociaux. En gros, on a 7 gros clichés qui reviennent et on va essayer de les débunker, entre guillemets, pour savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Premier cliché, et je pense le cliché qui revient le plus, ou en tout cas le sujet qui revient le plus, c'est « tout est énorme aux États-Unis », que ce soit les produits de consommation, les bagnoles et même les gens. Alors, ce cliché, il est plutôt vrai. Il est plutôt vrai parce qu'en fait, effectivement, ici aux États-Unis, tout est un petit peu oversize. Alors les bagnoles, c'est clair, c'est sûr que les bagnoles sont énormes ici, du SUV jusqu'au Giga 4x4 7 places que j'ai eu la chance de conduire en vacances. J'avoue que c'est quand même assez agréable de conduire ce genre de bagnole parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une grosse maîtrise de la route. Après, c'est pas du tout environnemental friendly, hein, on va pas se mentir, hein, ces énormes moteurs V8 qui consomment des dizaines de litres au 100 km. Des dizaines, oui, j'ai bien dit des dizaines, effectivement, puisque le réservoir de cette voiture était de l'ordre de 120 litres. Probablement. Donc ces bagnoles sont immenses. Alors non seulement ils ont des grosses bagnoles, mais en plus c'est pas suffisant en fait. Il y a des gens qui vont faire du tuning de voitures, et ici le principal tuning que les gens font sur les pick-up, c'est de les rehausser et de leur mettre des énormes roues. Donc vous avez en fait, quand vous conduisez déjà une grosse bagnole comme le Chevrolet Suburban, qui est vraiment, je pense, le plus gros truc que l'on puisse conduire. Quand on a un permis de bagnole, une voiture familiale en somme, eh bien vous êtes déjà très très haut sur la route, très peu de voitures qui sont plus grosses que la vôtre, mais il y a quand même des gens qui ont des pick-up trucks avec des roues surélevées et qui vous mettent 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur, et donc ça c'est complètement délirant. On voit pas du tout ça en France, il y en a partout, c'est vraiment très populaire ici, c'est très 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 grosses voitures, c'est pas du tout un cliché, les Américains adorent ça, et pour eux je pense que ça va être très compliqué de revenir en arrière et de passer à des petites boîtes à savon. Honnêtement, si vous voyez une voiture du volume de la Twingo ici aux États-Unis, c'est aussi rare que de voir un pick-up truck en France, quoi. Voilà. Donc ensuite, est-ce que tout est hyper grand? Oui. Le lait est vendu par gallon, donc le gallon c'est à peu près 4 litres. Donc c'est vrai que ça fait un peu moins de déchets finalement, puisque vous avez 4 litres de lait, mais ce qui veut dire que vous en consommez beaucoup, parce que ouvrir 4 litres de lait puis les boire, alors le cliché de l'Américain qui va boire directement dans le frigo la brique de lait, bon ça, en tout cas, de ce qu'en disent les collègues, pas trop, c'est vraiment un truc de film. Ils font pas trop ça parce que c'est quand même un peu dégueulasse. Après, quand vous allez dans les supermarchés, ou en tout cas quand vous allez au resto, effectivement, on vous sert toujours des grands godets d'eau, de soda, machin. Tout est vraiment oversize. Vous avez très peu de petites quantités. Au restaurant, la portion de base est quand même déjà une portion qui est assez volumineuse. Je pense que les Américains, quand ils viennent en France et qu'ils vont manger dans un restaurant où on leur sert des petites portions qualitatives, je pense que ça leur fait bizarre au début, parce que vraiment ils doivent se dire en fait les Français vous mangez rien, quoi, et puis vous foutez de notre gueule à nous mettre 3 petits morceaux de viande et nous vendre ça à 25 €. Big up à tous les restaurateurs qui sont fermés actuellement. On vous aime. Un autre cliché qui revient, ils savent pas faire du pain, ils mangent super gras, ils mangent beaucoup de burgers, ils mangent super mal, ils boivent pas d'eau et ils cuisinent pas. Alors ça c'est plutôt vrai en fait. En fait, ils savent pas faire du pain, bah ça dépend en fait, ils mangent pas de pain baguette, par contre ils consomment énormément de produits de pain, quoi, de pain brioché, de pain de mie, de bagels, de trucs comme ça. Donc en fait le pain ils en font la masse,
Sauf que c'est pas le pain que nous on a l'habitude de consommer. Il y a très peu de pain avec une croûte dure, c'est plutôt des pains mous, quoi. Et globalement, ça, ils en consomment quand même énormément. J'ai envie de dire, ils savent pas faire du pain. Si, leur pain, quoi. Ils mangent super gras et super mal. Alors, ils mangent super gras et super mal. Ouais, il y a énormément de choses qu'on vous propose dans les restos qui sont super grasses et super dégueu. Donc pour pas le citer, on l'a pas goûté, donc c'est vraiment du délit de faciès. La spécialité de Cincinnati, c'est un chili à base de cannelle et de chocolat. Donc c'est donc de la viande de chili cuite comme un chili. On rajoute ces ingrédients-là à un moment de la recette. Et puis on vous sert ça sur des spaghettis, la plupart du temps sur des pâtes, avec une montagne, un Everest de cheddar fondu. Donc ça donne pas très envie comme ça. Mais bon, les gens adorent ça ici, mais j'avoue que bof quoi. Donc quand j'aurai goûté ça, je vous dirai ce qu'il en est vraiment. Je pense que si t'as pas bouffé depuis 15 jours, que t'as une dalle de forain, honnêtement, ça passe, ça te nourrit. Mais c'est pas forcément le summum du raffinement. Les Américains mangent beaucoup de burgers. Ouais, c'est un peu l'aliment de base, quoi. C'est leur jambon beurre à eux, quoi. Des burgers, il y en a tous les jours à la cafette, il y en a partout. Et c'est finalement ce qu'ils maîtrisent, ils le maîtrisent assez bien. Et donc c'est quand même assez goûtu, mais c'est vrai qu'ils en mangent beaucoup. Ça, donc c'est plutôt un vrai cliché, hein, malheureusement. Ou heureusement en tout cas, si vous voulez aller aux États-Unis pour manger des burgers, vous serez servi. Ils ne boivent pas d'eau. En fait, les Américains consomment énormément de soda, de boissons autres que de l'eau. En fait, tout est bon pour aromatiser l'eau, machin. Je pense qu'ils consomment énormément de soda. C'est pas vraiment un cliché, c'est vrai. Je veux dire, ils ont toujours un soda à la main. Là, quand on fait les lab meetings, quand on a des repas avec le labo, il y a souvent un chariot de boissons et il y a énormément de boissons différentes, de la limonade, machin. Et bon, il y a toujours des petites bouteilles d'eau, mais bon, les gens aiment bien quand même leur coca, leur diet coca, leur truc comme ça. Ils ont aussi des boissons un peu chelous. En fait, c'est pour les gens qui aiment pas la bière, mais qui veulent boire un truc alcoolisé avec des bulles. Donc c'est une espèce d'eau pétillante. C'est de l'eau pétillante, aromatisée, alcoolisée. C'est un peu bizarre comme concept, mais les gens adorent ça. Et c'est comme un Perrier avec un peu de vodka au fond, quoi, enfin, globalement. Ils cuisinent peu. Alors, ils cuisinent peu. Ils ont des méga cuisines de malade mental. C'est les grandes cuisines américaines, quoi. Nickel, avec l'électroménager de ouf. Mais c'est vrai que c'est pas des grands cuistots. Il y a même aussi ici quelque chose qui est assez hallucinant, c'est que on cuisine pas et on n'a pas du tout envie de faire la vaisselle non plus. Donc en fait, il y a énormément d'endroits, même dans des hôtels, où le petit déjeuner vous est servi dans des trucs jetables en fait. Et en fait, vous jetez tout là à la cafétéria de l'hôpital. Tout est jetable, il n'y a pas de vaisselle. Donc c'est assez hallucinant aussi de voir que en fait ils font ni la cuisine ni la vaisselle. Et ils utilisent beaucoup effectivement la livraison, des choses comme ça. Ils ont énormément de restaurants, de chaînes. Franchement, à toutes les heures de la journée, au McDo, vous avez une queue de malade au drive. Les gens mangent en continu et cuisinent peut-être un peu moins que nous, c'est sûr. Alors, là, on va parler d'un truc un peu sensible, mais finalement qui est vrai, c'est la santé aux États-Unis et quels sont les clichés sur la santé. Alors, il y a 3 gros trucs que vous m'avez dit. Donc, c'est tout le monde est gros ici, donc il y a énormément d'obésité. Deuxièmement, la chirurgie esthétique est quelque chose d'assez ordinaire. Et troisièmement, ils ont des voitures ou des boob jobs en cadeau à leur 16 ans. Donc, tout le monde est gros. En fait, les États-Unis, c'est un endroit où c'est vous qui êtes maître de ce que vous voulez faire. Faut pas attendre que des gens extérieurs, que l'État, que le gouvernement, que je ne sais quelle personne vous disent quoi faire et vous prennent par la main en vous disant c'est pas bien, faut pas le faire. En fait, vous avez accès à tout. Si vous voulez manger dégueu tous les jours, sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions, vous avez la possibilité de le faire. Et vous allez finir ultra obèse, c'est votre problème en fait. Et à l'inverse, si vous voulez être ultra fit, avoir un corps digne des couvertures de magazines, vous pouvez aussi le faire, vous avez toutes les possibilités. Donc les États-Unis, c'est un endroit de possibilités. Et donc à la fois, on peut avoir des gens qui sont dans l'extrême, très très musclés, ou en tout cas qui ont retravaillé leur corps avec de la chirurgie, et à l'inverse, des gens qui sont très très obèses et qui continuent à manger n'importe comment et avoir une hygiène de vie qui n'est pas bonne. En fait, on peut... Effectivement, les gens sont... Il y a des gens qui sont très très gros, et il y en a plus qu'en France, je pense, en proportion, mais les gens le vivent très très bien, en tout cas dans leur quotidien. Après, effectivement, il est quand même important de rappeler que ça pose beaucoup de problèmes de santé publique aussi, l'obésité, avec une élévation du risque cardiovasculaire, des cancers. Donc ça, c'est plutôt vrai, il y a plus de personnes qui sont en très grande obésité aux États-Unis. La chirurgie esthétique est ordinaire, oui.
Alors là, oui. Alors déjà, aux États-Unis, on peut faire de la pub pour la santé. Donc vous avez des pubs pour des médocs, des pubs pour des médecins, pour des cliniques. Ça passe à la télé. Vous avez des affiches et vous avez effectivement des affiches pour de la chirurgie esthétique, pour vous faire augmenter la poitrine, vous faire refaire le nez dans les aéroports, au bord de la route. Et donc ça, de toute façon, c'est hyper intégré. Je vous dis, c'est une société où vous faites ce que vous voulez. Les gens vont pas trop vous regarder de travers si vous faites refaire les seins ou les lèvres. Ça fait partie du jeu. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Donc oui, la chirurgie esthétique, c'est quelque chose d'assez commun et je pense que beaucoup de gens y ont recours pour des petites retouches. Mais effectivement, c'est beaucoup moins tabou ici qu'en France, ça c'est clair. Est-ce qu'ils ont des voitures et des boob jobs à leur Sweet 16 ? Alors, je suis jamais allé à un Sweet 16 ici. Effectivement, ils passent leur permis à 16 ans, donc on a beaucoup de jeunes qui conduisent. Et parfois, c'est assez flippant de croiser un jeune de 16 ans qui conduit parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un gamin qui a volé la voiture de ses parents. Et nous, on n'a pas l'habitude, alors bien qu'à 18 ans, la différence entre 16 et 18... Oh mon Dieu ! Une chute de poster en live. Ok, je vais pas me lever pour le remettre parce que ce truc tombe tout le temps. Donc je finis la vidéo avec une déco un petit peu hasardeuse. Mais alors je sais pas si on leur offre des boob jobs à 16 ans. Je pense que ça reste probablement de l'ordre de l'exceptionnel et de la télé-réalité. Voilà, qui est définitivement décédé. Alors le système de santé, les soins ne sont accessibles qu'aux gens aisés. Il y a beaucoup de différences entre les gens riches et les gens modestes. Alors, effectivement, le système de soins est quelque chose pour lequel je pourrais consacrer une vidéo entière. Ici, tout se paye. C'est vraiment une société de services. Et la santé est un service. La santé est un service et tout ce qui gravite autour de la santé est aussi construit comme ça, comme des services de consommation. Donc la santé se paye. Quand vous travaillez, que vous avez une assurance santé, vous avez accès à des soins aussi performants, voire peut-être plus qu'en France, pour quelque chose qui sort de votre poche, qui sera peut-être plus élevé qu'en France. Après, le corollaire de ça, c'est quand même un système de santé qui est en bien meilleur état qu'en France, puisque les hôpitaux sont quand même souvent flambant neufs, refaits de façon assez régulière. L'hôpital pédiatrique dans lequel je travaille est juste hallucinant de beauté et de modernité. En tout cas, les services sont hyper clean, quoi. Donc effectivement, ça se paye, et puis vous pouvez améliorer votre santé avec des applications qui vous feront payer moins cher votre assurance si vous faites du sport, si vous allez faire des check-ups réguliers, si vous faites des choses pour la planète, si vous mangez plutôt végétarien. Tout ça, vous pouvez le tracer, ça vous fait des points qui seront répercutés sur votre assurance santé et du coup, qui vous permettront de payer moins cher. En fait, vous travaillez de façon individuelle votre santé pour l'améliorer. C'est vraiment ça la philosophie des États-Unis. Encore une fois, c'est démerde-toi tout seul si tu veux améliorer ta condition personnelle. Personne va t'aider. Il y aura énormément de choses pour que tu puisses améliorer. Par contre, si jamais tu es dans une merde noire, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de différences entre les gens riches et les gens modestes. En tout cas, ici, la richesse est quelque chose qui n'est pas tabou, en tout cas beaucoup moins qu'en France. En tout cas, il y a des écarts de salaire entre les très pauvres et les très 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 riches qui sont ahurissants. Ça, il n'y a même pas besoin de débunker un cliché comme ça, vous le voyez très bien. Effectivement, il y a des gros écarts de richesse, mais la richesse est beaucoup moins tabou qu'en France. Puisque les gens, on leur donne cet espoir de dire si vous voulez, vous pouvez devenir comme ça, vous avez les clés pour devenir comme ça, il n'y a pas de mystère. Donc c'est un peu ça la philosophie ici, et du coup, vu de l'extérieur, de notre vision de français pudique sur notre niveau de vie, ça fait bizarre, ça peut faire bizarre un peu au début, mais finalement on s'y habitue très vite. Alors, le travail. Les Français travaillent pour vivre, les Américains vivent pour travailler. Ils n'ont aucun tabou sur leur salaire et ont plutôt une certaine fierté de le divulguer. Et leur rapport au travail est probablement meilleur que le nôtre. Il est beaucoup plus direct et il est beaucoup moins empreint de lutte de classe ou de non-dit, de hiérarchie, machin. Ici, le boss, on le tutoie, on lui parle comme un autre, on sait que c'est le boss, on sait qu'on a des comptes à lui rendre, mais ça sort pas de là. Il n'y a pas de tabou, effectivement, sur les niveaux de salaire, on sait que le boss gagne plus que nous. La relation les uns aux autres dans le travail est beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée. Ils sont plus rapides que nous sur leur capacité d'autocritique. Ils sont tout le temps super contents. Oh my god, this is so amazing. Ils ont une capacité d'autocritique
et d'adaptation probablement plus importante que nous si c'est quelque chose qui va dans le sens d'un meilleur rendement. Leur capacité d'adaptation, enfin on l'a bien vu pendant le Covid, ici il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, qui ont été adaptées, la vie sociale est quand même se poursuit de façon beaucoup plus importante qu'en France, et je pense que c'est lié, alors au début c'était lié à un gros déni de la pandémie qui a fait des milliers de morts, mais avec le temps les Américains ont compris que c'était dans leur intérêt de s'adapter et d'aller de l'avant avec cette pandémie, et ils ont été beaucoup plus réactifs je pense que nous on l'est, à se dire ok on veut revenir à notre vie d'avant, mais en attendant si on veut continuer à vivre il va falloir qu'on s'adapte. Ils ont fait ça très très bien. Ici dans l'Ohio, franchement, les gens se sont bien adaptés et on continue à faire plein de choses. Tout le monde respecte les masques, des choses comme ça. Les vaccins, ça va super vite et tout. Donc, non, ils ont vraiment compris quand il y a quelque chose qui va aller dans leur intérêt, ouais, ils s'autocritiquent très vite et rebondissent de façon extrêmement rapide. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas du tout un cliché. Sur le fait qu'ils soient tout le temps contents, ils sont tout le temps contents. Oui. Oui, les Américains sont d'un optimisme et sont très démonstratifs. De toute façon, les choses aux États-Unis vont d'une échelle qui est de amazing à oh my god, this is awesome. Donc voilà, il n'y a pas de truc en dessous de amazing aux États-Unis. Ça n'existe pas. C'est vrai qu'ils sont tout le temps très contents. Mais c'est super cool en fait d'être là parce que d'être dans un environnement optimiste comme ça, ça donne envie d'être optimiste en permanence. Et c'est vrai que c'est cool d'être plutôt dans cette démarche d'optimisme et de chercher des trucs qui sont bien. Alors des fois effectivement le corollaire de ça c'est que finalement même quand c'est pourri, ils vous disent que c'est génial, tout est génial, les enfants sont géniaux, même s'ils progressent pas, il y a beaucoup moins de franchise par rapport à ça, mais ça reste quand même assez anecdotique et je trouve que c'est plutôt cool d'être dans une démarche plutôt optimiste et ça change un petit peu de notre démarche à la française. Donc oui, c'est un cliché positif effectivement. Et c'est un vrai cliché, et c'est un bon cliché. Ils adorent l'entertainment comme des gosses. Alors, les Américains adorent l'entertainment. C'est quoi l'entertainment ? C'est le show, quoi. Ils adorent le show, et en fait, partout où ils vont, c'est toujours des mises en scène, ils travaillent énormément la mise en scène. Leurs musées sont hyper léchés dans les détails, ces histoires de trains, je vous ai montré, le musée de l'aviation, enfin ça c'est des choses, nous aussi on a des musées qui sont super cool, mais eux ça va vraiment être plus des petites choses de leur quotidien qui vont être mises en scène, et ça ils adorent ça, les shows, les trucs qui pètent de partout, les couleurs, les bidules, donc c'est vraiment quelque chose pour eux qui fait partie de la culture américaine. Les clichés négatifs. Parce qu'il y a beaucoup de clichés négatifs déjà dans ce qu'on vient de dire, mais ils ne parlent pas d'autre langue que l'anglais. Alors non, c'est faux. Alors ça dépend où vous allez. Les Américains ont appris le français ou d'autres langues, l'allemand, enfin des fois, quand ils étaient au collège. Et comme nous, Français, ils l'ont oublié parce qu'ils ne l'ont pas pratiqué. Nous, les Français, on ne parle pas autre chose que le français, ou en tout cas très mal. Donc je pense qu'il est difficile de critiquer les Américains sur le fait qu'ils ne parlent que anglais. Ils ont la chance de parler une langue qui est internationale et donc qui va leur servir partout. Et donc c'est difficile quand vous avez quelque chose que tout le monde va plus ou moins comprendre, de vous faire chier à apprendre une autre langue, voilà, juste pour le fun. Donc ils le font au collège comme tout le monde, et après ils l'oublient comme tout le monde. Je vous rappelle quand même que en Floride par exemple, ou en tout cas dans certaines régions des États-Unis, on parle aussi espagnol. En Floride, c'est la deuxième langue, c'est quasiment même parfois la première langue, où les gens parleraient espagnol avant l'anglais. Donc il y a des gens qui sont parfaitement bilingues en espagnol et en anglais. Ils sont nuls en géographie internationale. Alors, oui, c'est vrai qu'ils sont nuls en géographie internationale. Enfin, ça dépend à qui vous parlez. Enfin, honnêtement, moi, je parlais des gens qui ont voyagé et connaissent à peu près où sont situées les villes d'Europe. Après, il y a un truc qui est quand même fou aux États-Unis, c'est qu'ils ont donné des noms de villes du monde entier partout aux États-Unis. Donc là, dans l'Ohio, vous avez Athènes, vous avez Florence, vous avez même Venise, vous avez Paris, vous avez Saint-Pétersbourg en Floride. Enfin, vous regardez les villes des États-Unis, vous allez trouver des noms de villes européennes partout. En fait, donc comment est-ce que vous voulez qu'un Américain qui n'a pas voyagé vous dise que Athènes c'est la capitale de la Grèce, alors que c'est à 50 km de chez lui, dans l'Ohio. C'est compliqué. Donc, on va dire qu'ils ne sont pas aidés par rapport à ça. Donc, c'est un cliché, je pense, généralisé, quand on n'a pas d'intérêt à la géographie internationale, quand on n'est pas sorti de chez soi, qu'on soit français ou américain. La plupart du temps, des fois, on ne connaît pas ces choses-là.
Donc non, pas... cliché, ouais, gros cliché. Ils sont hyper patriotes. Bah ça c'est clair. Alors ça par contre, s'il y a un truc qui est sûr ici, c'est qu'ils aiment leur pays et ils aiment vous dire qu'ils sont américains et tout le monde le revendique. C'est l'hymne national à chaque représentation sportive, qu'elle se soit entre les deux clubs du coin, c'est on chante l'hymne national, les drapeaux américains partout, on respecte énormément sa police, son armée, enfin il y a quelque chose de plus solennel par rapport à tout ça. Grosse culture militaire, ça c'est pas un cliché, les Américains sont vraiment plus patriotes que nous. USA first, USA, ça c'est clair. Les QAnon vont nous sauver. Alors les QAnon, vous savez, c'est cette espèce de mouvance complotiste et conspirationniste aux États-Unis avec tout un tas de conglomérats, de complots plus débiles les uns que les autres. Honnêtement, on n'entend pas vraiment énormément parler de ces gens au quotidien ici. Il y a, je pense, des endroits où ils sont en grand nombre, où ils font beaucoup de bruit, mais la plupart du temps, ces choses sont quand même assez critiquées. C'est toujours une question de point de vue. Si on vous montre que ça aux États-Unis, vous avez l'impression que tout le monde est complotiste, que pense que la Terre est plate et achète des flingues. En vrai, la problématique des armes, ça c'est pas un cliché, ils ont un gros problème avec les armes ici. C'est quand même quelque chose qui est concentré sur une certaine partie de la population. Il y a eu à peu près 500 morts en 2020 liés à des armes à feu. Des gens qui tirent dans la foule, des choses comme ça. Donc 500 morts, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est déjà 500 morts de trop pour un truc qui sert pas à grand chose. Et de la même façon, énormément de gens sont contre les armes ici aux États-Unis, et je pense qu'il y a même une grande majorité des gens qui sont contre les armes. Ce qui fait la différence, c'est juste du lobbying énorme de la NRA, donc la National Rifle Association, qui a un pouvoir monstre, qui a beaucoup d'argent et qui dirige un petit peu aussi en termes de politique. Donc tout ça est comme en France, une question politique, c'est pas du tout une question populaire. Dans la vie quotidienne aux États-Unis, on voit pas beaucoup de gens avec des armes qui sortent avec leurs armes, et on voit pas non plus beaucoup de gens complotistes QAnon, en tout cas pas plus qu'en France sur les réseaux. Alors la consommation, commander sur Amazon est une démarche quotidienne, c'est le pays de l'hyperconsommation. Oui. Non, c'est vrai qu'il y a la camionnette Amazon qui passe tous les jours dans notre allée et qui livre énormément de choses. Alors je vous cache pas qu'avec la pandémie, c'est aussi un choix, je pense, de la plupart des gens de ne pas aller se rendre dans les commerces et de privilégier le e-commerce. Mais effectivement, Amazon, c'est quand même une des plus grosses firmes mondiales grâce au fait que les gens l'utilisent beaucoup. Et donc les gens utilisent à mort Amazon. Amazon est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la culture américaine. Et donc effectivement, les gens l'utilisent énormément ici pour commander un tas de trucs. Ça c'est clair. C'est le pays de l'hyperconsommation, clairement. Ça, je peux pas vous dire le contraire. Ici, les gens consomment 1000 fois tout le temps, plein de trucs, ils vivent à crédit, ils ont des cartes de crédit, donc effectivement les gens consomment énormément, et c'est dans leur culture, c'est la culture de la consommation. On reçoit tous les jours peut-être des bons pour des réductions, pour aller dans tel magasin, vous allez dans un magasin, vous sortez du magasin, vous recevez un mail qui vous dit « Ah, la prochaine fois que vous venez, vous avez 20 $. Enfin, en gros, on est toujours dans la consommation perpétuelle. On consomme beaucoup de ressources aussi, donc on pollue beaucoup. Dans le milieu du travail, comme je vous disais, en recherche, on consomme énormément, on produit beaucoup. Et finalement, ce qui va être vraiment intéressant, ça va être une petite partie de ce qu'on aura produit, mais on aura tellement produit que finalement ce sera déjà énorme. C'est vraiment une culture qui est basée sur on consomme, et voilà, et peut-être que ce qui en ressortira sera bien. Enfin bon, voilà, grosse vidéo sur les clichés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre d'autres clichés en commentaire, on essaiera d'y répondre, et puis on reviendra, on fera peut-être une autre session sur les clichés un peu plus avancée, pour voir si on en trouve d'autres. Allez, à plus, à bientôt pour une autre vidéo.